Bonsoir à tous. Ce soir, donc, petit premier tuto sur le test du Ki 2 avec Excel. J'ai déjà réalisé le tableau croisé dynamique sur les mêmes variables que celles qu'on a utilisées en cours tout à l'heure. Nous avons deux variables qualitatives, une variable qui représente les opinions politiques de notre groupe d'étudiants, conservateurs, libéraux ou modérés, et une deuxième variable qui représente le régime alimentaire, carnivore, omnivore ou végétarien. J'ai regardé sur ce tableau croisé dynamique en transformant mes valeurs brutes en pourcentage, comment s'organisaient les différentes proportions et j'ai vu que les proportions semblent bien différentes d'une colonne à l'autre. Donc la question que je me pose, c'est bien, est-ce que je peux, à partir de ces observations-là, qui reposent sur un simple échantillon, est-ce que je peux affirmer que, de manière générale, euh, parmi les étudiants de mon université, il y a un lien particulier entre opinion politique et régime alimentaire. Est-ce que certaines opinions politiques euh, conduisent à des régimes alimentaires différents ou est-ce que certains régimes alimentaires différents euh, sont, représentent particulièrement certaines opinions politiques? Hypothèse nulle, comme d'habitude, il n'y a pas de lien entre mes deux variables, donc ça signifie que les proportions de carnivores, d'omnivores et de végétariens vont être sensiblement les mêmes à l'intérieur de chacun des trois groupes, et donc ce sera les mêmes que les proportions générales sur l'ensemble de mon échantillon. Hypothèse alternative à l'hypothèse nulle, les régimes alimentaires sont différents d'un groupe politique à un autre. Ou réciproquement, les opinions politiques diffèrent entre le groupe des carnivores, le groupe des omnivores et le groupe des végétariens. Donc on va attaquer le traitement avec une première étape qui va consister à le calcul de ce que j'appellerais le tableau de l'indépendance, qui est le tableau qui traduit ce à quoi on pourrait le plus s'attendre au sein de notre échantillon si l'indépendance entre les deux variables était parfaitement respectée. Donc c'est ce à quoi on peut s'attendre si on tirait au hasard, on peut le plus s'attendre, qu'on peut le plus espérer si on tirait au hasard un échantillon à partir d'une population qui respecte parfaitement l'hypothèse nulle, donc au sein de laquelle il n'y a pas du tout de relation entre opinion politique et régime alimentaire. Avant de faire ça, je vais par facilité pour la suite, je vais faire une petite manip toute simple. C'est que, vous voyez que là, j'ai bien un tableau croisé dynamique. Si je m'embarque à faire des calculs à partir de ce tableau croisé dynamique, je vais être embêté par son côté, justement, dynamique. Je vais me retrouver avec des formules pas possibles. Je vais pas pouvoir gérer comme je veux mes copier-coller, etc. Donc, je vais sélectionner mon tableau, je vais le copier et je vais le coller en ne retenant que les valeurs. En retenant que les valeurs, je vais me débarrasser des formules qui lient ce tableau à la base de données. Donc, j'ai sélectionné mon tableau, je fais un clic droit, copier, je me positionne à l'endroit où je veux le coller. Là, je le mets en dessous, je pourrais le mettre sur une autre page, peu importe. Je fais un clic droit et dans les options de collage ici, je vais choisir celle-ci, donc celle qui est représentée par un bloc-notes avec les chiffres 1, 2, 3 dans le bas du bloc-notes. En collant comme ça, je n'ai plus du tout de formule, je n'ai que les valeurs. Au passage, j'ai une case dans laquelle le tableau croisé dynamique ne m'a rien affiché. C'est une case où je devrais avoir un effectif de 0. Par défaut, le réglage des tableaux croisés dynamiques d'Excel, dans ce cas, ne met rien.
Ici, on aurait besoin qu'il y ait un 0 pour que dans les calculs tout à l'heure, cette case soit bien considérée comme un effectif 0 et pas comme du blanc, ce qui ne serait pas pris en compte de la même manière dans les calculs. Donc dans ma case ici, je mets un 0. C'est relativement important, ça pourrait fausser les calculs que de laisser la case en blanc. Donc il me faut maintenant construire le tableau de l'indépendance, le tableau donc que l'on aurait s'il y avait indépendance entre les deux variables. Alors, première petite chose, je vais commencer par copier, donc copier, coller. Mon tableau, j'enlève toutes les valeurs, c'est juste pour retrouver mes libellés de lignes et mes libellés de colonnes. Donc, s'il y avait indépendance entre les deux variables, mes 25 conservateurs, par exemple, se répartiraient entre carnivores, omnivores et végétariens dans les mêmes proportions que l'ensemble du tableau, donc la ligne totale générale. Cette proportion, pour carnivore, c'est 36 sur 276. Donc dans ma première case, carnivore conservateur, je devrais avoir, s'il y avait indépendance entre les variables, 36 276e des 25 conservateurs au total. Donc la formule, ça me fait 25 fois 36 sur 276. Et je vais copier cette formule dans les 9 cases de mon tableau, de manière à avoir pour chaque case l'effectif correspondant à la proportion de la colonne en question. Avant de copier, vous savez que si je copie une formule, les références de cette cellule, les références qui sont comprises dans la formule de calcul dans cette cellule, sont des références relatives. Donc si je copie vers la droite, toutes les cellules auxquelles font référence ma formule vont se décaler vers la droite. Si je copie vers le bas, elles vont se décaler vers le bas. Or, j'ai besoin que les références qui font les références d'un total de colonnes restent sur la ligne totale de colonnes, les références d'un total de lignes restent sur la colonne totale de lignes, et que la référence de la cellule dans laquelle j'ai le total général reste le total général. Pour ça, je vais utiliser les dollars qui transforment les références relatives en références absolues. Donc, pour éviter que mon total de lignes ici se décale vers la droite quand je vais copier ma formule vers la droite, je vais mettre un dollar devant sa référence de colonne, comme ceci. Pour éviter que mon total de colonnes se décale vers le bas quand je vais copier ma formule vers le bas, je vais mettre un dollar devant son numéro de ligne. Et pour éviter que mon total général se décale à droite et éventuellement en bas, je vais mettre un dollar devant son numéro de colonne et un dollar devant son numéro de ligne. Donc, un total devant le numéro de colonne du total de ligne, un dollar devant le numéro de colonne du total de ligne, un dollar devant le numéro de ligne du total de colonne, et un dollar devant le numéro de colonne et devant le numéro de ligne du total général. Je valide. Et là, je peux copier ma formule simplement en tirant sur le petit carré dans l'angle de ma formule, de ma cellule, dans les 9 cellules de l'intérieur du tableau. Je peux vérifier que je ne me suis pas trompé en recalculant mes totaux de lignes et mes totaux de colonnes. Donc je me mets dans une case
total de colonnes, je clique sur le petit symbole sigma, je valide, et je dois bien trouver le même total que dans mon tableau de départ. J'ai bien 36. Je recopie cette formule vers la droite, mes totaux sont les mêmes. Je fais la même chose pour mes totaux de colonnes, et j'ai bien 25, 153, 98 et 276. Je ne me suis pas trompé. Ici, j'ai réalisé le tableau de l'indépendance. Donc, je vous rappelle, c'est le tableau qui traduit l'hypothèse nulle au sein de mon échantillon. À partir de là, je peux utiliser une fonction d'Excel. Alors, c'est une fonction ancienne qui date des Excel jusqu'à la version 2007 et qui a disparu d'Excel depuis les versions suivantes. Cependant, elle reste présente dans Excel, elle est juste pas accessible à travers les menus. Mais elle reste accessible pour des questions de compatibilité ascendante et je peux y accéder en la tapant directement au clavier. Cette fonction, c'est la fonction test.key2. Donc je me mets sur une cellule quelconque, quelque part, et je tape égal, comme à chaque fois qu'on veut taper une formule de calcul, test, et vous voyez que ça commence à m'afficher les différentes fonctions test. Chacune de ces fonctions, vous voyez ici, il y a un petit signal d'alarme, un petit panneau danger, et il apparaît un message qui nous dit que cette fonction est disponible pour la compatibilité avec Excel 2007 et ses versions antérieures. C'est celle-là qu'on va utiliser quand même. Donc je double-clique ici où je finis de l'écrire. La fonction me demande deux paramètres. Premier paramètre, la plage des données réelles. Deuxième paramètre, plage attendue, c'est la plage des données du tableau de l'indépendance. Alors, quand on parle de plage de données, c'est toujours les cases intérieures du tableau, sans les marges, c'est-à-dire sans la ligne totale et sans la colonne totale. Donc, plage réelle, je sélectionne les 9 cases intérieures de mon tableau de données réelles. Pardon. Point virgule pour séparer les deux attributs, et ensuite plage attendue, les 9 cases de l'intérieur de mon tableau. Le résultat que me renvoie cette fonction, c'est directement la p-value associée au Key2. Donc ici, elle est de 0,0003, ce qui signifie qu'on a 3 chances sur 10 000 de se tromper en rejetant l'hypothèse nulle. Donc, c'est très inférieur à mon seuil de décision de 0,05. Donc cette p-value me dit que je peux rejeter l'hypothèse nulle et je peux affirmer qu'il y a bien une relation entre les deux variables. Si j'avais trouvé ici une p-value supérieure à 0,05 ou à mon seuil de décision, je vous rappelle qu'il peut être aussi de 1%, il n'est pas nécessairement de 5% ou 1 pour 1000, etc. Selon le niveau de certitude que je veux avoir, donc selon le niveau de risque que je m'autorise. Donc si ma p-value avait été trop forte, supérieure à 0,05, à ce moment-là, je n'aurais pas pu rejeter l'hypothèse nulle. Et surtout, dans ce cas-là, on n'affirme pas que l'on peut accepter l'hypothèse nulle, on ne peut simplement pas la rejeter. La différence est importante parce que souvent, il suffirait, en gardant les mêmes proportions, d'augmenter la taille de l'échantillon, par exemple de multiplier chaque valeur par un même nombre, pour que un test non significatif, donc une p-value supérieure à 0,05, devienne significative avec donc une p-value inférieure à 0,05. Donc on se retrouve dans un deuxième petit tuto pour voir à partir de ce résultat-là, donc je peux affirmer qu'il y a une relation, pour répondre à deux questions. Première question, est-ce qu'il s'agit d'une relation forte
ou est-ce que c'est simplement un truc un peu anecdotique? Et deuxièmement,